Donc, bienvenue, je suis Maïlis Vicaire, je suis co-directrice des parcours à destination des dirigeants à l'EDEC Executive Education et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire RSE et si on accélérait vraiment, qui est animé par François Raffin, qui accompagne les entreprises sur les thèmes de l'innovation et des changements durables au sein de sa structure OKI et qui est aussi un grand ami de l'EDEC qui vient partager son expertise mais aussi sa farouche volonté de faire bouger les lignes au sein de nos parcours à destination des dirigeants. Alors, je ne vous cache pas qu'avec François, une fois qu'on a lancé la com de ce webinaire, on a eu une petite dissonance cognitive sur le titre RSE et si on accélérait vraiment. On s'est dit que ce titre était sans doute un peu réducteur par rapport au message qu'on a envie de vous faire passer dans l'heure qu'on a ensemble. Notre objectif, il est double pour nous aujourd'hui, c'est de vous convaincre que revisiter votre stratégie, la remettre à plat, se réinventer pour mettre la question environnementale, sociale et sociétale au cœur de votre stratégie, c'est plus une option aujourd'hui et c'est même une vraie source d'opportunité pour les organisations. Alors, j'imagine que sur ce point-là, si vous avez pris 1 heure de votre temps pour assister à ce webinaire, on n'a sans doute pas besoin de vous convaincre, mais au moins on va vous donner les faits. Et le deuxième objectif, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion, des méthodes pour accélérer, là le mot était bien choisi. En 1 heure de temps, c'est sans doute un peu ambitieux, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'à la fin de ce webinaire, l'impulsion pour vous réinventer, pour vous poser la question de la façon dont vous créez de la valeur au sein de vos structures et dont vous voulez la partager, cette impulsion, elle soit lancée, voire augmentée, si elle était déjà là. Donc, avant de donner la parole à François, je vais vous rappeler les règles du jeu de ce webinaire. On a très envie qu'il soit le plus interactif possible. Ça fait 6 mois qu'on réfléchit avec François sur la façon dont on peut accompagner les entreprises sur cette façon de mettre la RSE au cœur de vos business models. Et c'est pour nous l'occasion aujourd'hui de recueillir aussi toutes vos réflexions, vos commentaires, vos contradictions, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, en plus de vos questions. Donc, vraiment, on compte sur vous pour que l'interaction soit maximale. Et comme on compte sur vous pour qu'il y ait beaucoup d'interactions, vous l'avez vu, on a coupé tous vos micros. Donc, c'est un peu une injonction contradictoire, c'est certain. Vous avez un onglet questions qui est disponible. Donc, vous l'avez compris, utilisez-le un maximum. On va l'utiliser comme question, mais aussi réflexion, commentaire. Utilisez-le un maximum et moi, je serai le porte-parole de ces questions et je les transmettrai au fil de l'eau et lors des 2 temps de parole pour les questions, tant qu'on a laissé pour les questions avec François. Voilà, j'en ai terminé. Donc, merci d'avance pour toutes vos interactions. Et François, je te laisse la parole juste après le petit sondage qui va nous permettre de comprendre un peu où en sont nos auditeurs aujourd'hui en matière de questions RSE et développement durable. Alors, je ne vous cache pas que c'est la première fois qu'on fait un sondage en direct. Donc, on va espérer que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur l'engagement environnemental, social et sociétal de votre organisation? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes tout juste à vous pencher sur le sujet? Est-ce que vous respectez les règles et les normes? Est-ce que vous pensez que vous avez une avance significative sur certains domaines? Ou est-ce que vous êtes vraiment déjà dans une démarche où vous avez placé l'engagement au cœur de votre stratégie? Alors, vous n'avez pas encore tous voté. J'espère que je ne vois pas trop comment je peux partager avec vous les réponses, mais du coup, dans le doute, au cas où je n'arrive pas à les partager, je vais vous les partager à l'oral. C'est assez bien réparti dans les résultats de ce séminaire, de ce questionnaire. Vous êtes 33% à commencer tout juste à vous poser la question, 22% à respecter les règles et les normes, 22% à penser avoir une avance significative et 22 autres % à avoir placé l'engagement au cœur de votre stratégie. Donc, un public assez bien réparti avec quand même une petite dominante sur nous commençons tout juste à nous pencher sur la question. Merci de votre participation et je donne la main définitivement à François. Bonjour à tous, on a effectivement plein de choses à partager avec vous. 1 heure, c'est court, donc nous allons essayer d'aller à l'essentiel. Et vos questions et vos feedbacks seront importants, effectivement, peut-être pour focaliser sur certains sujets ou s'adapter, sachant que
les formats à distance diminuent quand même nos capacités d'interaction. Alors, commençons. Je cache ma petite souris. Donc, le où en êtes-vous aujourd'hui? Vous nous avez répondu. C'est très intéressant qu'il y ait de la variété. Nous, notre position, c'est de dire que ce qui est important, c'est de se mettre en route. Donc, qu'il y ait des entreprises à des stades différents d'avancement, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous en route et qu'on essaye d'aller ensemble le plus loin possible. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être participé. La semaine dernière, c'était la 5e année, le 5e anniversaire d'une grande initiative française autour de l'agenda 2030, la France en transition. Peut-être que vous y avez été, c'est un petit clin d'œil. Nos séquences pour ce matin. On va reposer le contexte très vite parce que j'imagine que vous le connaissez, mais nos actions et nos façons de penser sont très dépendantes du contexte, donc c'est toujours bien de se replonger un peu dedans. On se posera la question de la posture. Que peut faire une entreprise par rapport à la situation dans laquelle nous sommes? Ensuite, nous irons sur le comment avancer, c'est le cœur du sujet, et puis quelques conseils très simples sur démarrer. Vous imaginez bien, effectivement, comme l'a dit Maëlys, qu'en 1 heure, on ne peut absolument pas couvrir tout, mais on vous donnera des vraies clés. Alors, quelle est la situation dans laquelle nous sommes et quelles sont nos marges de manœuvre? Et quand je dis nous, c'est pas Maëlys et moi, c'est nous tous autour de ce webinaire, et c'est peut-être aussi, et c'est un côté très ambitieux, mais c'est quand même la réalité de toute l'humanité. Alors, l'humanité, elle a compris des trucs assez fabuleux. Ça, c'est la progression de la population d'un point de vue espèce, c'est génial. Ça a quelques petites conséquences quand même sur le climat. Donc ça, vous le savez, vous avez la courbe de, par exemple, des dates de vendange, hein, c'est de plus en plus tôt. Ça a eu un impact très fort sur la biodiversité. La pollution tue 7 millions de personnes par an, mais on s'y intéresse beaucoup moins que le Covid. On a certaines matières, comme le sable, qui commencent à manquer. C'est un côté un peu dingue, mais c'est vrai. Vous avez des courbes là qui parlent de l'inégalité sociale croissante. On a devant nous des changements de trajectoire en matière de carbone qui vont être quand même très très compliqués. Ça, c'est sur les matières premières. Et le recyclage ne fera pas tout, ne résoudra pas tous nos problèmes de matières premières. Bref, c'est un tableau connu et on ne peut pas se permettre d'attendre. La question qui nous intéresse, donc, c'est pas de reposer tout ce tableau dans le détail, c'est de se le remettre en mémoire. Nous ne sommes pas face à un petit problème. Mais c'est de se dire, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire dans tout ça? Alors, par rapport à ça, on pense qu'il faut regarder au moins 5 forces qui s'exercent sur l'entreprise. On n'est pas tout à fait sur les 5 forces de Porter, pour ceux qui savent, mais on n'est pas très loin. Il y a les États, qui commencent à faire des choses. Les employés sont quand même la partie vitale de l'entreprise. Toutes les entreprises qui existent ont des consommateurs, que ce soit en B2B ou en B2C. On a des investisseurs, et puis il y a la réalité dans laquelle nous vivons les uns et les autres. Même si on est un peu en virtuel dans un webinar, cette réalité, elle existe et on ne peut pas lui échapper très longtemps. Alors, que font les États? Du côté des États, pour faire court, on peut dire que la pression monte. On avait déjà des réglementations, vous devez à peu près tous connaître RoHS sur les substances dangereuses, REACH. Il y a tout un tas de normes qui sont en train d'arriver. La dernière, c'est la 26 000, justement, sur la RSE, mais on avait avant la 14 001 sur l'environnement, on en a sur l'énergie, sur le knowledge management, etc. Il y a des labels. Il y a des écolabels français, européens. Une entreprise peut revendiquer un label pour elle-même, certes non pas pour ses produits, mais pour ce qu'elle est en tant qu'entreprise, comme le fait d'être une B Corp, ou de cotiser 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. Arrive également ce qu'on appelle des soft laws. Donc, ce n'est pas des lois, mais c'est des règles qui sont connues et en gros respectées par les acteurs les plus vertueux, ce qui a un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'une entreprise qui ne les suivrait pas finirait par être regardée par les autres comme une entreprise soit pas sérieuse, soit pas engagée, etc. Et là, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, TCFD, c'est peut-être un acronyme un peu mystérieux pour certains d'entre vous, mais ça veut dire Task Force for Climate Risks Financial Disclosure. En gros, et on le reverra, les financiers commencent à comprendre que ça a un impact quand même sur leurs investissements. Ils ont créé une task force mondiale pour pousser les entreprises à afficher clairement les risques qu'elles courent dans leur business à cause du réchauffement climatique. La taxonomie verte, j'y reviendrai. Et puis en France, on a des lois qui sont arrivées récemment, hein. La loi sur l'économie circulaire, la loi Pacte. Donc, la pression étatique sur les entreprises, les poussant à s'occuper du sujet, ne fait qu'augmenter depuis quelques années, notamment sous la pression des électeurs, hein, qui commencent à s'inquiéter.
et un certain sens du bien commun. Je pense que ça existe quand même encore dans les États, au moins en Europe. Et l'Europe, avec le Green Deal vert, est également très active sur cette dimension-là. Ça, c'est la force étatique. Quid des employés? Alors, chez les employés, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est un malaise croissant, parce qu'ils sont tiraillés entre leurs convictions personnelles et puis ce qui se passe dans l'entreprise. Typiquement, des gens disent, chez moi, je trie, je composte, et puis dans l'entreprise, on trie pas, on jette tout n'importe comment. Il y a des gobelets en plastique qu'on jette par tombereau aux machines à café, et ça commence à être un peu pénible. Mais c'est pas le plus marquant. Un phénomène marquant là depuis 2-3 ans, c'est que les plus jeunes ne veulent plus rejoindre les entreprises qui sont inactives sur le sujet. J'ai entendu plusieurs grands groupes qui rappellent même certaines grandes écoles d'ingénieurs pour leur dire « mais qu'est-ce que vous racontez à vos étudiants? Ils ne veulent pas venir chez moi ». Et les grandes écoles ne racontent rien de spécifiquement négatif ou de spécifiquement positif. C'est juste que ces jeunes sont conscients qu'un certain nombre de grandes entreprises ne sont pas sérieuses par rapport à ces sujets. Et ça leur pose un vrai problème. Très récemment, ça c'est une stat d'il y a une quinzaine de jours, on constate une montée de l'absentéisme des cadres de moins de 40 ans depuis le déconfinement. Et les premières personnes interviewées sur le sujet, en fait, évoquent une perte de sens, comprennent plus pourquoi elles vont travailler. Elles se disent, mais je participe à un système qui est en train, en fait, de détruire mon environnement, et sans cet environnement-là, je ne peux pas vivre. Donc là, il y a une crise du sens, qui n'est pas encore une crise massive, mais qui monte progressivement. Quid des consommateurs? Là, il y a plein de sondages. Celui-ci date d'août 2020, quand même très récent. Un sondage IFOP, entreprise reconnue. Et quand vous regardez la question posée, c'est « Diriez-vous qu'il faut sanctionner financièrement les entreprises qui présentent un bilan carbone négatif ?» 82%. 82%, on n'est pas à 3%. 82% des personnes interrogées disent oui. Et il y en a un peu moins de 20% qui disent non. On est vraiment dans le 80-20 de Pareto, mais dans un sens qui montre une très forte sensibilité à cette dimension-là. Si on va un petit peu dans le détail de ce que disent les consommateurs, ce qui est entouré, on l'a déjà vu, c'est un petit peu verbeux, mais je vais vous commenter l'essentiel. 81%, encore un peu plus, approuvent le fait que les entreprises qui ont des objectifs de développement compatibles avec la protection de l'environnement soient prioritaires pour les aides publiques. Et les États commencent à réfléchir à assortir l'obtention de subventions au fait d'être engagés concrètement et sérieusement pour l'environnement. Donc, c'est pas anodin du tout d'un point de vue financier. 78%, on est presque autour des 80, estiment que la rémunération variable des dirigeants des grandes entreprises devrait dépendre de l'atteinte d'objectifs de protection de l'environnement. Alors, c'est le cas dans certains grands groupes. Un échange il n'y a pas longtemps avec Schneider Electric, où il y a près de 50 000 cadres ont 6 à 7% de leur rémunération qui est effectivement liée à des objectifs liés à l'environnement. Donc, c'est en train de bouger très fortement de ce point de vue-là. Donc, résumé des choses, les consommateurs, oui, prise de conscience, certaines formes de colère montent, certains investisseurs craignent un point de bascule. Un point de bascule, c'est dans l'année, on passe de 2-3% des personnes qui font attention à ce qu'elles achètent sur la base de critères environnementaux à 50-60%. Et là, une entreprise qui n'a rien de sérieux à raconter se trouvera dans l'année en très très grande difficulté. Si on regarde les investisseurs, parce que l'argent est un peu le nerf de la guerre, et une entreprise, c'est clair que d'abord, on attendait qu'elle fasse du profit. Et pendant très longtemps, et c'est encore largement le cas aujourd'hui pour les marchés financiers en bourse notamment, la pression court terme est très forte. Mais il y a un réveil que certains datent du 29 septembre 2015, lorsque le gouverneur de la Banque d'Angleterre a fait un discours, le fameux Mark Carney que vous voyez derrière le titre. Il a fait un discours qui a marqué très très fortement cette communauté en disant il faut absolument qu'on arrête d'oublier en fait que le réchauffement climatique va changer les choses et menace en fait la stabilité financière de notre monde. Avec un devoir de conseil qui veut dire vous ne pouvez pas conseiller à vos clients d'investir dans des entreprises ou dans des filières, par exemple le charbon, le pétrole, qui dans 10 ou 15 ans ne vaudront plus rien. Ça n'est pas sérieux. Donc ça a été une espèce de douche froide. C'est la première fois que quelqu'un de sérieux, de l'établissement, comment tirer le signal d'alarme là-dessus. Alors j'ai ici une vidéo qui ne passe pas dans notre système de visioconférence, mais je vais vous afficher juste le début et je vais vous dire ce que raconte le fameux Hubert Keller. Alors ça, voilà. Pardon.
Alors, Hubert Keller. Tac. Est-ce que je peux arriver à la lancer et à la mettre en pause ensuite? À ne rien faire. Voilà. Voilà, Hubert Keller, c'est le futur président d'une banque d'investissement et de gestion patrimoniale suisse qui s'appelle Lombard Odier, une banque qui a pignon sur rue. Comme vous le voyez dans leur logo, elle existe depuis 1796. On a une maison qui est archi sérieuse. Eh bien, le futur président de cette banque, lundi dernier, très récent, a posté donc cette vidéo sur Internet où il explique que ne rien faire par rapport au réchauffement climatique, ça va coûter 25 trillions de dollars par an à l'économie mondiale. Et il rappelle que 1 trillion, c'est 1000 milliards. Donc, c'est 25 000 milliards par an à l'économie mondiale. C'est à peu près le quart de l'économie mondiale. Et il conclut donc ce rappel de faits qui sont estimés avec un certain consensus au sein des économistes aujourd'hui pour dire c'est une très mauvaise nouvelle pour les investissements. Ou en tout cas, ça veut dire qu'on ne peut pas investir n'importe comment. Donc, cette banque-là, et ça n'est pas la seule, nous allons le voir, commence à mettre en place des outils d'analyse assez sophistiqués pour évaluer l'impact et l'évolution de l'impact dans le temps des entreprises, avec la claire conséquence qu'ils n'investiront plus dans les entreprises qui auront un impact soit stable, soit carrément croissant. Donc là, c'est un signal quand même quand les investisseurs suisses se bougent là-dessus. Vous pouvez me dire, Lombard Odier, on n'a jamais entendu parler, c'est une petite banque d'investissement suisse, ça ne nous intéresse pas. Alors, je peux vous rappeler BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement aujourd'hui. Il gère à peu près 7 000 milliards de dollars. Il y a un côté un peu comme dans ce qu'ils font, n'empêche que le patron de BlackRock a écrit il y a déjà 2 ans au patron de toutes les entreprises dans lesquelles ils investissaient pour leur dire, vous devez vous consacrer une partie de votre énergie et de vos investissements aux aspects développement durable. Et ils ont annoncé qu'ils allaient être très très forts là-dessus. Et il y a une motivation éthique, mais il y a une motivation financière toute bête, c'est que investir aujourd'hui dans une activité qui ne se prépare pas, soit à s'adapter au réchauffement climatique, soit à contribuer très clairement à le réduire, c'est un mauvais investissement parce que cet investissement va perdre beaucoup de valeur dans les années qui viennent. Au niveau européen, il y a quelque chose qui n'est pas anodin du tout, c'est la publication en mars dernier de la taxonomie européenne. C'est une espèce de base de données avec un certain nombre de règles qui permet d'évaluer relativement proprement, tout n'est pas encore posé, mais enfin relativement proprement, les activités en fonction de leur impact, tout d'abord sur le carbone, donc les fameux gaz à émissions à effet de serre. Ça veut dire que toute la finance européenne, et ça n'est pas un petit morceau dans la finance mondiale, est en train de se mettre en route pour évaluer tous leurs investissements au vu de l'impact climatique en premier et dans les années qui viennent, des autres impacts environnementaux. Je vous fais ça un peu au pas de charge, mais en résumé, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire de la part des investisseurs et des financiers dans le monde entier, pour des raisons très pragmatiques, c'est qu'ils ne veulent pas perdre leur argent, ils veulent investir là où ça rapporte pour de vrai. Et ça va se traduire de façon très concrète par le fait que les entreprises qui ne sont pas sérieusement actives sur ces sujets-là ne trouveront plus d'investisseurs. La dernière force, c'est le principe de réalité. Il y a des matières premières qui ne sont pas disponibles en quantité infinie. C'est très regrettable parce que c'est sympathique d'imaginer une croissance en flux de matière, en tout cas infinie, mais nous sommes sur une planète finie. Et donc, il y a certains endroits où ça va commencer à tirailler. Je sais que les constructeurs automobiles commencent à se préoccuper d'un risque de pénurie ou de tension sur le marché de l'acier, par exemple, alors que ça paraît complètement absurde. L'économie circulaire est un morceau de réponse, mais n'est pas une réponse à 100%. Ça ne sera pas suffisant. C'est très bien de l'avoir, mais ça ne sera pas suffisant. Et l'eau, qui est une matière première très utilisée par l'industrie et l'agriculture, et aussi par nous tous, êtres vivants, commence à manquer dans certains points du monde. Et vous avez dû observer l'été dernier que la France, qui est un pays qui n'a jamais trop eu de problème par rapport à ça, était en stress hydrique assez fort dans pas mal de départements. C'est directement lié au réchauffement climatique et a priori, ça va s'aggraver d'année en année. Et ça, vous pouvez prendre le problème comme vous voudrez, il faudra bien qu'on le gère d'une façon ou d'une autre. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en résumé, ce qu'on vous disait au début, mais là, il y a un peu plus d'arguments, que les aspects responsabilité sociétale de l'entreprise et développement durable ne sont plus des options sympathiques pourtant calmes. C'est-à-dire que c'est plus un sujet dont on ne s'occupe que quand tout va bien, qu'on a le temps, plein d'argent,
le temps devant soi et on met un petit coup de peinture verte par-ci par-là. Ce sujet est en train d'arriver au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur de la question clé pour une entreprise qui est sa pérennité. Et c'est pour ça qu'on a, comme l'a expliqué Maëlys au début de notre webinaire, c'est pour ça qu'on a rebaptisé ce webinaire en disant qu'il s'agissait maintenant de mettre la RSE et le développement durable au cœur de la réinvention de l'entreprise. En conclusion, il est urgent de ne pas attendre, sauf si, ça peut exister, vos clients ne s'intéressent pas du tout au sujet, vos employés, pareil, ça ne les gratte pas du tout. Rester conforme aux lois et aux réglementations est facile pour vous, ça ne demande pas trop d'efforts, parce qu'il y a certaines réglementations que vous avez intérêt à voir venir 4-5 ans à l'avance, parce que ça demande quand même des efforts très substantiels. Et puis, si vous n'avez pas besoin d'investisseurs, effectivement, vous pouvez sans doute attendre encore. Si l'un de ces voyants-là est allumé en rouge dès maintenant, ou vous vous sentez clignoter, il est temps de se mettre en route. Quelques questions? L'idée des pingouins, c'est de pas de considérer que vous êtes des pingouins. Et par ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les premiers pingouins qui plongent dans l'eau, parce qu'il y a peut-être un orque sous l'eau. Peut-être vont-ils se faire manger, mais ils auront servi toute la communauté. Donc, il y a des courageux. Et alors, je vous rassure, dans les questions, il n'y a pas d'orque qui rôde, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en toute tranquillité. Alors, François, je n'ai pas encore beaucoup de questions. J'en ai une qui porte sur la question de survie. Finalement, aujourd'hui, on est quand même en période difficile. On est bien conscient de ces enjeux, mais beaucoup d'entreprises sont actuellement en mode survie, à courir après le cash. Comment est-ce qu'on peut concilier le court terme et la nécessité de se réinventer sur les questions que tu viens de poser? Alors, je pense que c'est une vraie bonne question et je n'ai pas de réponse toute prête. Tu peux remettre ta vidéo? Pardon? Tu peux remettre ta vidéo, on ne te voit plus, je crois. Elle a disparu, dame. Alors, est-ce que je peux remettre ma vidéo? Oui, alors, partager ma webcam. C'est en train de rebondir. Moi, ce que je vous dirais par rapport à ça, ça dépend du niveau de survie auquel vous êtes. Si c'est vraiment une question de jour le jour, c'est sûr que ça va être difficile de sortir la tête hors de l'eau. Si vous avez une semaine devant vous, c'est peut-être déjà un petit peu plus possible. Ma conviction par rapport à ça, c'est que il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous dire, je dirais en fait 2 éléments de réponse. Le premier, c'est, vous pouvez dire, bon, j'attends que ça aille mieux et puis je m'en occuperai quand ça ira mieux. Le problème, c'est que je pense que cette épidémie de Covid, qui est une conséquence d'ailleurs de notre pression sur la biosphère, qui fait que l'être humain est beaucoup plus au contact du monde sauvage qu'avant, parce qu'on a réduit très considérablement les surfaces disponibles pour le monde sauvage, c'est aussi bête que ça. Donc il y a tout un tas d'animaux avec lesquels on n'interagissait pas du tout, ou très peu, il y a 10 ou 15 ans, avec lesquels maintenant on est un peu, enfin c'est eux qui sont obligés d'interagir avec nous, et comme on a mondialisé tout et n'importe quoi, n'importe comment, on distribue n'importe quel virus qui fonctionne chez l'être humain à la Terre entière en quelques semaines. Cette épidémie, elle marque en fait le début pour moi d'une transition de fond indispensable, et je pense que le retour à la normale, comme on a connu il y a peut-être encore 2-3 ans, et probablement pas pour demain. Donc de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Et ça veut dire que, comme les temps restent un peu troublés quand même, probablement pour encore quelques années, et même peut-être plus que ça, les entreprises ont besoin d'une quille au bateau, en tout cas j'appelle ça quelque chose qui stabilise, qui fédère, qui permet de garder un cap un peu stable. Vos employés vous demandent sûrement ça. Et honnêtement, je pense que la question du développement durable et de la RSE est une question quille au bateau. C'est-à-dire que faire des choses, même petites, mais qui vont dans ce sens-là, en permanence se poser la question de ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, ça donne un cap. Je pense qu'il est inattaquable par vos employés, par vos clients, par vos fournisseurs, par votre écosystème. Et ça oriente quand même pas mal de décisions. Et vous verrez que certaines de ces décisions peuvent amener des vraies économies. Donc, améliorer votre situation de cash. C'est-à-dire que s'intéresser au développement durable, c'est pas que investir, dépenser plein d'argent. Et ça peut être aussi faire des économies astucieuses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça peut être trouver d'autres fournisseurs. Ça peut être réduire son gâchis. Ça peut être s'apercevoir qu'une partie de ces déchets sont en fait une matière première pour quelqu'un d'autre. Je
sais pas si Merci c'est François. une bonne J'ai une réponse. question. Alors, j'essaie de partager mes webcams sans arrêt. Vous ne me voyez plus, c'est ça? Non, on ne te voit plus. C'est fortement un Alors, je problème. continue les questions parce qu'en fait, il y en a pas mal qui arrivent. Est-ce Très que bien. tu peux me dire, selon toi, quels sont les secteurs concernés qui sont en retard sur le sujet? Alors, je ne sais pas si ça peut forcément se jouer par secteur, en fait, parce que je pense que dans chaque secteur, il y a des entreprises très en avance et des entreprises très en retard. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense qu'il y a des secteurs qui n'ont pas voulu voir le truc venir, comme le secteur automobile. Le seul constructeur qui s'est vraiment intéressé au sujet il y a 20 ans, c'est quand même Toyota avec la Prius. Tous les autres, quand ils ont vu arriver l'hybride, ont trouvé que c'était une invention sympathique, mais un petit peu débile. Et ils ont attendu 15 ans avant de s'y mettre. Donc là, il y a des secteurs qui ont quand même tendance à pas vouloir voir le truc arriver. Je pense que le secteur aéronautique, qui souffre beaucoup aujourd'hui, a aussi un peu fermé les yeux sur le sujet. Mais à côté de ça, il y a des acteurs qui sont actifs un peu partout. Vous avez il y a des belles startups dans le domaine de l'automobile qui font des trucs intéressants. Je raisonnerai pas trop en secteur, en fait. Je pense que c'est très, très hétérogène quand même. Après, il y Et a je des pense que secteurs qui n'ont objectivement pas intérêt à ce qu'on arrête de jouer avec eux. Tous ceux qui vivent de l'exploitation du pétrole apprécient pas du tout qu'on leur explique qu'il faudrait réduire notre consommation d'énergie fossile pour sauver le climat. Ceci dit, poussés par leurs consommateurs et par tout ce qu'on vient de dire, ils s'y mettent. Regardez, Total a annoncé officiellement ces derniers jours qu'ils allaient réduire leur production de pétrole dans les années à venir, ce qui n'est jamais arrivé depuis leur création. Mais je pense que c'est très morcelé. Alors, une question que beaucoup se posent, je pense, c'est comment calculer le ROI du RSE en termes business? Ils disent qu'il y a des critères procurement, RH, bien sûr, mais plus précisément par rapport aux clients, aux consommateurs, est-ce que vous avez quelques pistes de calcul de ROI? Alors, le calcul du ROI à l'avance est tellement dépendant du contexte dans lequel vous êtes que je pense que c'est assez difficile à faire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les entreprises pionnières, on en donnera quelques-unes tout à l'heure, c'est-à-dire des entreprises qui se sont vraiment engagées très concrètement sur ces sujets il y a déjà 15 ou même 20 ans, ont toutes des marges qui sont meilleures que les autres, sont meilleures que leurs concurrents à industrie identique. Et dans les publications là, du MEDEF sur la RSE, et je crois qu'ils ont constaté en France que les entreprises les plus actives en matière de RSE ont un taux de profitabilité qui est 12 à 13% meilleur que les autres. Et pour moi, ça rejoint cette question qui au bateau. Vous mettez en route l'ensemble de votre écosystème, employé compris, dans une direction qui est motivante, qui pousse à changer les choses. Et cette énergie-là, elle se traduit aussi en succès commerciaux. Donc, faire un calcul précis, et là, il faudrait vraiment rentrer dans la tripaille de chacune des entreprises en question. Mais d'une façon générale, les exemples montrent qu'on y gagne. J'ai deux questions, l'une sur, qui sont un peu de la com. L'une qui est plus sur de la com interne, c'est comment convaincre son conseil d'administration. Et j'en ai une autre qui est comment se prévaloir du greenwashing. Et oui, alors c'est deux excellentes questions. Alors, comment convaincre son conseil d'administration? C'est l'éternel problème du développement durable, du changement général et de l'innovation. Dès que vous voulez faire bouger quelque chose, si vous n'avez pas l'appui du comité de direction et typiquement du dirigeant, c'est à peu près impossible d'avancer. Alors, comment les convaincre? Honnêtement, aujourd'hui, on est équipé comme jamais pour convaincre un comité de direction. Je pense qu'on rentre dans le détail. Vous cherchez les statistiques qui les touchent le plus. Parmi le panorama ultra rapide que j'ai fait au début, je pense que c'est difficile aujourd'hui pour un dirigeant de nier tout ça en bloc quand même. Donc, il peut rester sceptique, mais qui décide de ne rien faire avec tous ces signaux-là, ça me paraît quand même difficile. Et ma recommandation, c'est que si, après avoir apporté ces données chiffrées maintenant, on a des choses très scientifiques, très claires, on n'est plus dans le feeling général qu'on pouvait avoir peut-être il y a encore 20 ou 30 ans. Je dirais que si le comité de direction dit bon, écoutez, tout ça c'est très sympathique, mais enfin ça ne nous intéresse pas, nous on continue comme avant, je pense qu'il faut chercher à travailler dans une autre boîte en fait. C'est très bête, c'est facile à dire, mais honnêtement, je pense que ça va être perdu. Après, vous pouvez aussi les amener à rencontrer des patrons de boîtes qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire et qui ont des résultats très positifs d'un point de vue business. Peut-être ça peut les convaincre aussi. Et le greenwashing? C'est bien. Alors le greenwashing, ça c'est le drame. C'est le drame de ces trucs-là, c'est que
Il y a des entreprises qui sont devenues championnes du monde du greenwashing. Et la seule façon de lutter contre le greenwashing, je pense, c'est d'être hyper concret, hyper sérieux dans ce que vous communiquez, en fait. C'est-à-dire, vous communiquez un chiffre, ça doit être validé, bétonné. Et honnêtement, mon conseil sur ça, c'est qu'il vaut mieux communiquer de petites actions concrètes et dire très honnêtement à vos clients, OK, nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui, mais voilà où on en est, et c'est sincère, et voilà ce qu'on a fait cette année, et c'est sincère, et OK, on n'a pas tout réglé dans l'année, mais on a avancé concrètement. Là, vous allez gagner de la confiance parce que les gens vont voir que, bah oui, vous êtes honnête dans votre constat et que vous avancez effectivement. Je pense que les grandes déclarations, en disant voilà, on fait des trucs, des machins, et puis vous montrez un tout petit bout d'exemple, mais les gens de l'industrie savent que ça représente 2% de votre activité et que sur tout le reste, vous ne faites rien, ça devient très dangereux. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça se diffuse assez vite. Et honnêtement, je pense qu'il faut surtout pas tomber là-dessus. Mais c'est vrai que ça existe encore beaucoup. Hein. Quand vous regardez d'où viennent encore pas mal de directeurs, directrices développement durable ou RSE de grands groupes, il y en a encore beaucoup qui viennent de la com. Et on n'est pas sur une question de com, on est vraiment sur une question de transformation de l'entreprise. Mais là, je pense qu'il faut opposer à ça le concret, le sérieux et beaucoup de patience. Alors François, on commence à être malin là-dessus. Hein. À mon avis, ceux qui continuent à faire du greenwashing vont se faire rattraper. Merci François. Alors en fait, les questions fusent, j'en ai énormément. J'en prends une dernière et puis après, je crois que comme l'heure tourne, on vous répondra individuellement, je crois. Et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de questions sur comment on fait concrètement et des exemples d'entreprises, vous les aurez par la suite. Donc, je prends une dernière question intéressante. Je trouve RSE au sein d'un agrégat de 3 entreprises. On commence par la holding et ensuite les filiales ou le contraire? Alors ça, c'est une bonne question. Comme c'est une question stratégique, je pense qu'il serait intéressant de démarrer comme une vraie réflexion stratégique au niveau de la holding. En gros, il faut fixer un cap, il faut se donner une ambition. On va en parler là dans les planches qui viennent. Mais donc ça peut aider. Si tout le monde part en ordre complètement dispersé, je pense que ça peut conduire à beaucoup de perte de temps. Mais une fois que ce cap et ce niveau d'ambition sont fixés, vous laissez émerger des initiatives dans les différentes entreprises. Ce qui sera super intéressant à faire, ça sera de faire de la pollinisation croisée. C'est-à-dire que si vous voyez une initiative dans une des entreprises qui vous paraît intéressante dans une autre, surtout faites-les se rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est face à un problème qui est complexe. Alors, on pourrait rentrer dans la notion de complexité pendant très longtemps, mais ce qu'il faut retenir en première approche d'un point de vue management, c'est que quand on est dans une situation complexe, on ne peut pas prévoir tout ce qui va advenir. Plein de choses émergent de façon absolument imprévisible. Et la façon pragmatique pour gagner dans ce genre d'environnement, c'est de poser un cap, c'est de fixer un certain nombre de contraintes. Donc ça, une holding, normalement, le fait très bien. Et ensuite, c'est laisser émerger les initiatives, donc là, typiquement dans les 3 entreprises en question, et de repérer, de se mettre en position de savoir repérer très tôt les initiatives positives que vous allez amplifier, voire diffuser dans les autres entreprises, et les initiatives qui vont pas dans le bon sens, c'est des tentatives a priori intelligentes, mais qui s'avèrent pas si malignes que ça ou qui ont des effets pervers par ailleurs, c'est de se mettre en position de repérer ça très vite pour pouvoir les freiner et les arrêter et partager l'expérience acquise avec les autres. Et c'est en général comme ça qu'on apprend le plus vite, qu'on découvre en fait les marges de manœuvre le plus vite. Et si vous diffusez tous les apprentissages positifs pour votre business dans un cadre qui fixe un cap, donc ça part pas dans tous les sens et qui est en même temps assez ouvert pour qu'on puisse innover, vous aurez des super bons résultats. Bon, merci François, je pense que je vais te laisser continuer à dérouler. Je te confirme qu'on ne te voit toujours pas, on t'entend très bien. J'ai une petite roue qui tourne en disant connexion en cours à ma webcam. Ok, alors c'est pas grave. On va rester... Désolé, je ne cherche pas à me cacher, bien au contraire. On va rester avec nos pingouins et on continue sur... Alors après les pingouins, donc c'est bien, vous avez plongé dans l'eau et c'est vraiment l'essentiel, il faut se mettre en route. Alors avant d'aller dans le comment, on va commencer par la posture, parce qu'en fait le comment dépend beaucoup de la posture. Je vais aller vite parce que manifestement vous posez des questions qui montrent que vous avez déjà fait des choix actifs, mais il y a une posture trop facile, hein, vous voyez l'autruche,
C'est super confortable à court terme et on a encore plein de gens qui disent non mais bon c'est très exagéré, regardez il pleut sur Paris en ce moment, il fait pas si chaud que ça, en fait c'est pas très vrai, on a le temps, tout va bien. C'est confortable à court terme, mais c'est mortel à moyen terme. C'est absolument sûr, vu toutes les tendances là qu'on a vues tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est facile de caricaturer l'autruche, mais nous avons un biais cognitif, nous autres humains, qui nous pousse à avoir du mal à considérer les choses qui sont loin dans le futur. Et c'est pas complètement idiot quand vous avez l'impression d'être face à un problème pour lequel vous ne pouvez rien faire, et ben en fait de l'oublier. Puisque de toute façon vous pouvez rien faire, donc ça sert à rien de vous faire des mauvais sangs. Bon bref, c'est une posture qui n'est pas entrepreneuriale, on va pas s'étendre là-dessus. Je pense qu'à la source de notre problème collectif d'aujourd'hui, et j'en fais partie complètement, il y a au moins 2 syndromes. Après, on pourrait aller plus loin certainement, mais il y a au moins 2 syndromes. Il y a le syndrome de la grenouille que vous connaissez peut-être. Quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau, tout doucement, bah en fait, c'est trop lent comme changement. Elle ne voit pas que la température monte. Et quand ça devient dangereux pour elle, c'est trop tard, elle meurt. En fait. Alors que si vous l'achetez dans une casserole d'eau bouillante, hop, elle ressort immédiatement. Elle est blessée, mais elle est vivante. Et là, nous avons affaire à un changement qui est très lent. Et donc, beaucoup de personnes pensent qu'on a le temps. Et là, les choses commencent à s'accélérer et nous n'avons plus le temps. Mais ça demande un vrai effort. Parce que c'est pas spontané de voir les choses comme ça. Donc, nous souffrons collectivement du syndrome de la grenouille. Et il y a un autre syndrome que je trouve très frappant dans les pays développés. C'est le syndrome du Titanic. On est d'une arrogance incroyable. Nous sommes collectivement convaincus, ou encore beaucoup, à penser que nous sommes tellement intelligents, tellement équipés, tellement riches, on a tellement de technologie qu'on trouvera une réponse, c'est pas un problème. Hein, et puis la vitesse, c'est quand même trop génial. Quoi, hein. Donc plus on va vite, plus on change vite, mieux c'est. Et comme le résume très bien l'adage occidental, le temps c'est de l'argent. Donc il faut aller vite. Et le Titanic était là-dedans. Hein. Il a eu les signaux. Plein de bateaux l'ont prévenu qu'il y avait plein d'icebergs sur son trajet. Mais il voulait aller vite parce qu'il fallait battre un record, et puis ils se sentaient tellement forts qu'ils n'ont pas ralenti d'un nœud leur vitesse, ce qui a conduit à un truc tragique. Alors certains vous disent que nous allons vers l'effondrement inévitable de nos civilisations. Quand on a tout ça en tête, on peut choisir toutes sortes de postures. La posture nous qu'on pousse avec Maëlys et avec l'EDEC, c'est une posture qui est liée à une devise, hein, qui est de dire le futur est toujours plus à construire qu'à subir. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose, mais il y a plein de trucs à construire. Hein, donc, c'est vraiment une attitude de relever le défi. C'est une attitude d'entrepreneur, hein, tout simplement. C'est entreprendre, innover, et évidemment en équipe. On ne va pas faire ça chacun dans notre coin. Ça, c'est un état d'esprit à tenir. Et c'est vraiment celui qu'on voudrait susciter parmi tous les participants de ce webinaire et passez-le à d'autres si vous voulez. Ça, c'est un choix de posture. Après, la question, c'est concrètement, on fait comment? Alors, je vous propose de partir d'un schéma simple qu'ensuite je vais nuancer. Pour se mettre en route d'un point A à un point B, il faut essayer de comprendre quel est le point A. Il faut essayer de se définir un point B et puis il faut réfléchir au chemin. En gros, on a 3 ingrédients. Hein. Un départ, une arrivée et un chemin. Par rapport à notre problème, qu'est-ce que ça veut dire? Savoir d'où l'on part, ça veut dire être capable d'évaluer ses impacts environnementaux. Et ça passe par des analyses de cycle de vie, par des bilans carbone, qu'on peut faire à grande maille ou à petite maille. Il faut choisir un niveau de zoom qui permet de prendre des décisions et qui en même temps ne vous prennent pas 10 ans et des millions à faire. On mesure son impact social qui dépend de notre activité. Quelles sont les personnes dont la vie est impactée par notre activité, que ce soit notre personnel, que ce soit nos fournisseurs, même nos clients. Quel est notre écosystème? Les entreprises ont tendance à se surfocaliser sur ce qu'elles font, et c'est bien, il faut bien le faire, en oubliant qu'elles peuvent faire ce qu'elles font que parce qu'elles sont dans un écosystème beaucoup plus large. Notre pensée cartésienne ultra découpante a tendance à nous priver de notre compréhension assez spontanée, somme toute, des écosystèmes vivants. Quelles sont les contraintes obligatoires? Quelles sont les contraintes facultatives ou émergentes, mais qu'on a peut-être intérêt à devancer pour se préparer à la suite ou prendre un peu d'avance? Quels sont les acteurs importants à prendre en compte? Quels risques anticiper? On peut travailler sur des scénarios, par exemple. Et quels sont les risques à ne rien faire?
Ça, c'est un petit jeu de questions très intéressant pour commencer à cerner son point de départ. Et dans les outils, typiquement, analyse de cycle de vie, alors j'aurais pas le temps de rappeler ce que c'est, mais en 2 mots, ça veut dire comprendre et commencer à mesurer les impacts de ce que l'on fait, à la fois des impacts amont, c'est-à-dire que vous achetez de la matière pour la transformer, ben cette matière-là ne tombe pas du ciel toute prête, donc elle a été préparée, donc elle-même a eu des impacts, et puis ce qui se passe après, ce que vous faites vous, ce qu'en fait votre client, et ce qui se passe quand il jette ou quand il se débarrasse de son produit. Le bilan carbone, c'est un peu la même chose, mais c'est centré exclusivement sur les gaz à effet de serre. La matrice de matérialité permet de préciser ce qui est important pour les parties prenantes ou les membres de votre écosystème, en fait, les parties qui interagissent avec vous. Qu'est-ce qui est important pour eux? On essaye de prioriser et d'avancer d'abord sur ce qui est le plus important, ce qui paraît assez logique. Et ça amène à décrire les écosystèmes. Il y a des façons de faire qui rendent ça relativement maniable, sans être simpliste. On va comprendre dans quoi on évolue. Ça, c'est le point de départ. Après, il y a la question du point d'arrivée. Alors, le point d'arrivée, j'ai dit plusieurs fois qu'on était dans un environnement complexe. Vous sentez bien qu'on est dans un monde qui bouge assez vite. On commence à être soumis à des choses relativement imprévisibles comme le Covid, par exemple. Et donc dire dans 4 ans et 6 mois, nous serons exactement là, n'a plus tellement de sens. Ce qui est intéressant dans un monde comme ça, c'est de se fixer un cap, en fait. C'est pour ça que l'image de la mer est intéressante. Vous ne pouvez pas vous dire, dans 15 minutes, nous serons au sommet de la 53e vague qu'on voit d'ici, avec un petit peu d'écume et puis une mouette qui se berce dessus. Cette vague-là aura complètement disparu quand vous allez arriver dessus. Par contre, vous pouvez dire, notre cap, c'est ça. Et là, c'est intéressant sur ce sujet-là de réfléchir au niveau d'ambition qu'on veut se donner dans une entreprise. Alors, je vais vous en donner 4 comme repères. Il y a le niveau 0, c'est nous sommes strictement conformes à la réglementation. Et il y a des entreprises qui sont championnes du monde de ça, qui ont même des experts pour décortiquer la réglementation, pour être vraiment au strict minimum, si possible même un petit peu en dessous, parce qu'elles pensent faire des économies. Bon, ça, c'est la vaste majorité des entreprises sont aujourd'hui dans la posture du « je suis conforme aux réglementations » et c'est déjà pas mal, et c'est vrai que c'est toujours bon. Le niveau 1, c'est faire volontairement mieux que ce qu'on nous demande. Donc, je vais être un peu plus respectueux, un peu moins émetteur de ci ou de ça. Là, on commence à voir des choses très intéressantes qui émergent. Vous avez peut-être croisé le projet Fairphone, c'est un téléphone mobile, enfin, peu importe, mais qui fonctionne parfaitement, mais qui est indéfiniment réparable. Vous pouvez tout réparer vous, parce que c'est un système complètement modulaire. Toutes les chaînes de production ont été optimisées d'un point de vue environnemental, social. Vous êtes garanti en achetant un téléphone chez eux qu'il n'y a pas de cobalt extrait des mines en Afrique par des enfants, etc. Je ne peux pas vous répondre. Quelqu'un frappe à ma porte, mais je ne peux pas dire. Bon. Vous avez Fairphone qui fait des choses très très bien, qui va même un petit peu au-delà. Et puis vous avez une entreprise, par exemple, dans le nord de la France, qui s'appelle Pocheco, qui fait des enveloppes, qui fait des trucs super intéressants, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Alors le niveau 2, pour moi, c'est viser la neutralité nette sur un axe important. Ça va très 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 au-delà des normes. Hein. Typiquement le CO2. Et il y a des entreprises qui, il y a déjà longtemps, hein, vous ne devez pas pouvoir le lire, mais sur le niveau 2, j'ai mis des entreprises pionnières. La première qui est là, c'est l'entreprise Interface qui fait des dalles de moquette. En 1994, ils ont dit en 2020, nous serons à 0 émission nette carbone. Et en fait, ils ont atteint ce résultat en 2016, ce qui était très 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 en avance par rapport à la plupart des gens. Donc, ils sont à 0 émission nette sur l'ensemble de leurs produits, et sur certains de leurs produits, ils sont même en émission négative. Ils absorbent plus de carbone qu'ils n'en émettent pendant l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est une entreprise mondiale d'une dizaine de milliers de personnes. Il y a des très grands groupes qui ont attaqué le sujet très fort. Vous avez en dessous la vision des différents niveaux de scope. On pourrait en reparler, mais ça va être un peu compliqué ici. Mais c'est le groupe Bosch, c'est quand même un groupe industriel mondial, presque 400 000 employés. Ils ont atteint, pour l'énergie qu'ils consomment et leurs activités industrielles propres, la neutralité carbone cette année. Ce qui n'est absolument pas imposé par les lois. Hein. Et ils le font en partie par éthique, mais ils le font aussi parce qu'ils anticipent une évolution forte du marché qui va demander ça. Et donc, ils voulaient être en avance et prêts à répondre à la demande de leurs clients. Et ils annoncent que d'ici 2050, ils veulent être à
zéro émission nette sur l'ensemble de leur activité, c'est-à-dire y compris fournisseurs et ce qui se passe après la vente de leurs produits. Et ils veulent réduire déjà l'impact de ça d'ici 2030 de 15%, ce qui n'est pas du tout anodin. Donc c'est possible pour des belles ETI, mais aussi pour des très très gros groupes s'ils sont volontaires. Le niveau 3, c'est régénérer. Vous avez le champion de l'économie bleue qui est Günther Pauli qui dit quand un enfant casse quelque chose chez vous, vous lui demandez pas la fois d'après de le casser moins. Vous lui demandez de ne plus casser. Et même si vous pouvez, vous lui demandez de réparer, quitte à l'aider. Il y a des entreprises qui en sont arrivées à ce constat-là, pour dire, attendez, être conforme aux lois, c'est le minimum, faire un peu mieux, c'est pas mal, mais là, on n'en est plus là. Maintenant, il faut réparer. Alors, vous avez au moins 2 exemples. Il y en a pas mal d'autres qu'on pourra mentionner, mais vous avez la même société Interface. Comme ils sont arrivés à leur zéro émission nette en 96, le fondateur a dit, écoutez, désormais, on va aller vers la réparation. Donc, ils ont lancé un vaste programme qui s'appelle Climate Take Back. Donc, maintenant, c'est absorber sensiblement plus de CO2 que ce que nous émettons par notre activité propre. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses qu'on va réparer, y compris des aspects sociaux. Et les retours qu'on a eus de cette entreprise, c'est que quand il a lancé ça en 2016, tout le monde l'a pris pour un fou. Et maintenant, on est 4 ans après, ils commencent à avoir des résultats. C'est pas gagné, mais ils ont des résultats. Ils ont réfléchi à d'autres façons de produire. Et non seulement c'est bien pour l'environnement et pour les humains qui travaillent pour eux ou avec eux directement, mais en plus, financièrement, c'est intéressant. Donc, ils gagnent sur les 2 fronts. En dessous, vous avez l'exemple de Las Gaviotas. C'est une zone en Colombie qui était complètement désertifiée par une surexploitation forestière complètement abusive. Ils ont replanté 8000 hectares d'arbres. Et cette région, en une dizaine d'années, est passée d'une espèce de désert à une zone luxuriante. Ces arbres poussent, ces arbres ont fait revenir l'humidité, ont fait revenir la faune, ont redonné de l'emploi aux personnes. Il y avait tellement de problèmes de santé à cause de la pollution, du manque d'eau, etc., qu'ils avaient installé des hôpitaux. Ces hôpitaux sont vides aujourd'hui parce que les gens vivent sainement et n'ont plus besoin, etc., etc. Donc on peut faire ça. C'est encore très rare, mais on peut aller jusque-là. Alors la question que vous devez vous poser, c'est comment je choisis un niveau d'ambition? Est-ce que je vais directement au 3? Est-ce que je fais d'abord le 1? Le conseil, c'est il faut choisir quelque chose qui soit suffisamment impossible pour déplacer les lignes. Si ça paraît trop facile, il faut monter un petit peu le niveau. Et en même temps, il faut que ça reste suffisamment possible pour mobiliser les équipes. Si vous annoncez un truc qui paraît absolument inatteignable à l'ensemble de vos équipes et que personne ne vous croit, ça va être un peu difficile. Après, peut-être que vous êtes un chef ultra charismatique et que les gens essaieront quand même et puis finalement vont réussir. Donc ça, c'est un vrai choix stratégique et ça, c'est un élément clé du cap. Parce qu'une fois qu'on s'est fixé cette ambition-là, tout un tas de décisions deviennent plus faciles à prendre. Après, il y a la question de comment on y va. Et là, vous devez vous dire qui pilote, qui va animer ce truc. Ça ne va pas se faire magiquement. Il ne va pas suffire d'une belle déclaration du comité de direction pour que tout de suite ça se mette en route. Donc là, je pense qu'à un moment, c'est bien d'avoir une personne qui, au moins à temps partiel, anime cette question avec le support du comité de direction. Ensuite, quand on a fait un état des lieux et qu'on s'est fixé un cap, en général, on identifie un certain nombre de choses qu'on peut faire assez vite, qui ne coûtent pas trop cher et qui, concrètement, disent on avance. Ça pose des questions très intéressantes, vous l'avez senti, comment entraîner les équipes de l'entreprise, comment entraîner les parties prenantes. Ça pose des questions de conduite du changement, des questions de leadership. On va y revenir, je vous donnerai 2-3 conseils. Après, il faudrait quelques jours pour tout déplier. Mais c'est intéressant de se poser la question des obstacles à anticiper, mais aussi de construire les passages. Là aussi, je vous donnerai une clé. Il va falloir innover en termes d'offres, mais aussi en termes de mode de fonctionnement. C'est très intéressant de se dire finalement, si on repense notre façon de travailler d'aujourd'hui en fonction de nos objectifs, comment on pourrait faire pour réduire les impacts environnementaux et les impacts sociaux. Ça pose la question de la gouvernance de tout ça. Il y a une question qui est souvent peu évoquée et qui arrive là juste en dessous, vous pouvez la lire, c'est ça peut faire peur en fait ça. Il y a une dimension émotionnelle pas du tout négligeable dans ce genre de transformation. Ce que j'ai observé chez plusieurs entreprises, c'est que quand on lance une initiative comme ça, en général, il y a une immense adhésion de la part des employés qui n'attendaient que ça, en fait. Et puis quand on se met en route, tout le monde monte en conscience sur le sujet. Et quand on voit l'ampleur du problème, ça peut faire peur. Là, il faut que l'équipe de direction et la personne qui anime ça en interne soit prête à porter
accepter ça et à faire preuve de sérénité, en fait, hein, tout en restant parfaitement lucide pour continuer à avancer sur le chemin. Et c'est là où, on en a déjà parlé, mais la RSE, le développement durable, comme quille du bateau. C'est-à-dire si vous dites, OK, le problème est effectivement un peu effrayant, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ne rien faire ou faire ce que l'on peut du mieux qu'on peut? Et ça remet tout le monde sur une certaine forme de stabilité pour dire, écoutez, on retrousse nos manches, on avance, et OK, on n'est pas encore parfait, mais regardez, par rapport à l'année dernière, on a déjà fait des choses. Et pour un être humain, ça c'est connu, hein, les sciences cognitives et psychologiques le disent, quand on est un peu anxieux, c'est qu'en fait, on se projette dans un avenir négatif, mais qu'on ne fait rien, ou pas grand-chose, ou qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Quand vous êtes dans l'action et que vous avez des résultats, c'est formidable pour réduire l'anxiété et au contraire créer de l'enthousiasme et de l'énergie. Et ça veut dire que parmi les possibilités, c'est intéressant de chercher celles qui sont les plus à notre portée. Alors, 2 conseils sur le comment y aller. Vous voyez que ça soulève énormément de questions, mais le fait de se poser ces questions-là, vous allez commencer à trouver des réponses. Un premier conseil sur cette histoire d'obstacles et de passage. Beaucoup d'entreprises, quand elles s'attaquent à ça, se disent « Ah, mais il y a des obstacles partout, c'est super compliqué ». Il faut se souvenir de l'attitude du pilote de rallye. On va là où on porte son regard. Donc, si on regarde que les obstacles, eh ben, on ne peut pas avancer. Il faut se focaliser sur le passage. Ça a l'air complètement trivial comme ça, mais les pilotes de rallye le savent. Hein. S'ils regardent la grosse pierre au milieu du chemin, ils sont à peu près sûrs de rentrer dedans. Donc, quand ils repèrent une pierre, il faut la voir, mais ils se concentrent immédiatement sur par où je vais contourner ce truc. Et ils se concentrent sur ça, et ça passe. Et je sais que c'est pratiqué et que ça fonctionne, et je l'ai fait moi-même. Dans des projets compliqués, vous repérez les obstacles, vous cherchez immédiatement le passage et vous polarisez l'attention des équipes sur le passage. C'est un choix de posture aussi. Sur le côté leadership, on est clairement dans un contexte incertain. Donc dire on sera exactement à tel endroit et on va y aller en faisant 1, 2, 3, 4, à coup sûr ça va marcher, c'est à peu près terminé. Par contre, se fixer un cap, notamment un niveau d'ambition, et le sens, ça permet de maintenir la mobilisation, et progressivement on fait des choix et donc on avance. Et comme on avance, on est plus détendu, on apprend des choses nouvelles, on voit mieux le coup d'après, donc on peut décider de faire le coup d'après, on réavance et ainsi de suite. Ça veut dire aussi un leadership qui est beaucoup plus sur le why, pourquoi on fait des choses, sur le sens des choses, plutôt que sur le how, le comment. Là, c'est donner aux gens l'envie de la mer et ils vont faire le bateau, mais vous leur donnez pas les plans. Ça me fait dire que dans les années qui viennent, les systèmes très pyramidaux de management, à mon avis, n'y arriveront pas en fait. La situation est trop complexe, trop mouvante, on a trop besoin de l'intelligence de tout le monde pour que des systèmes comme ça puissent tenir encore très longtemps. Donc là, vous avez une question, c'est est-ce que vos équipes sont prêtes? Et en général, elles ne le sont pas directement, ce qui n'est pas encore grave, mais la question devient après, c'est comment on les prépare. Voilà une petite clé sur le leadership. Quelques questions, et puis on aura un atterrissage en 5 minutes. Alors justement, je ne sais pas si je vais prendre les questions puisqu'il est déjà 54. J'en ai une très spécifique de Nicolas sur où se place le Product Stewardship Strategy dans le management environnemental, mais je pense que c'est assez spécifique et qu'on reviendra sur cette question. Pour le reste, je te propose de dérouler, si tu le veux bien. OK. Alors, je reviens dans le déroulé. Oui. Alors, pour démarrer très concrètement, on se dit premier pas, là, on se quitte dans 5-6 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous voulez démarrer, je pense que le premier truc à faire, si ce n'est pas vous le DG, c'est de le convaincre de la nécessité et de l'intérêt. C'est pas qu'un problème à résoudre, c'est aussi une fantastique opportunité de remettre toute l'entreprise en route et d'entraîner progressivement son écosystème, ses clients. Donc, c'est une très, très belle opportunité, en fait. C'est bien d'avoir un minimum une personne qui a un peu de temps et de ressources pour animer ça. C'est commencer à travailler sur les 3 familles de questions qu'on a vues ci-dessus. Où est-ce qu'on est? Quelle ambition on se donne? Quel cap général? Comment on y va? En gros, comment on se met en route dans une logique qui nous permet de faire face à l'incertain, sans se faire trop de nœuds, on se met en route. Et la clé de la clé, c'est de se mettre en route, même un petit pas. Et pour éviter de tomber dans du greenwashing, c'est vraiment avec sincérité. Et vous verrez que ça a un effet d'entraînement fort, à la fois sur les équipes, sur vos fournisseurs, sur vos clients. Et puis, bien sûr, si vous voulez gagner du temps, comme c'est quand même des sujets sur lesquels des gens travaillent depuis des dizaines d'années, vous pouvez décider de lire toute la littérature sur le sujet et de vous faire une magnifique synthèse, mais ça peut vous faire gagner du temps d'aller vous former pour
pour intégrer un certain nombre d'outils et de repères vite. Et puis aussi rencontrer des pairs avec qui vous pouvez avancer. C'est un sujet qui est tellement riche que c'est à peu près impossible d'avancer tout seul, c'est bien d'avancer en réseau. Deux petits trucs que vous pourrez trouver sur Internet et qui sont objectivement pas mal foutus. Il y a un petit guide qui a été fait par le MEDEF, en fait, sur les mesures RSE dans la loi PACTE, comment on peut faire. Il y a plein de conseils pragmatiques. Ça couvre pas toutes les questions qu'on a vues aujourd'hui, mais ça permet de démarrer en se trompant pas trop. Et ça donne des repères. Et la CPME, j'essaie d'être équilibré entre ces deux grandes organisations qui chacune font ce qu'elles peuvent pour booster notre activité économique. La CPME a fait un panorama très intéressant en matière de développement durable, sur les pratiques, sur les initiatives, sur les résultats, et ça montre que globalement, les entreprises qui s'y mettent ont des résultats plutôt meilleurs que leurs concurrents. Donc ça peut être deux repères qui peuvent vous faire gagner un petit peu de temps et vous épauler. Les deux derniers messages, c'est de dire que, vu ce qu'on a à faire, il s'agit quasiment de réinventer presque tout, en fait, pour faire exister une nouvelle version de notre monde qui arrive vraiment à équilibrer nature, humain et économie. Et bien sûr, pour faire ça, on va avoir besoin d'entrepreneurs et d'entreprises innovantes comme jamais on en a eu besoin. L'idée, c'est que les entreprises, c'est quand même les entités les plus efficaces pour créer des choses, pour faire émerger des choses, pour faire exister des idées, des rêves. Et là, on a besoin de faire émerger énormément de choses et de les rendre réelles, palpables, vivantes au quotidien. Donc, nous avons besoin d'entreprises et d'entrepreneurs. En une planche, les 5 jours qu'on a concoctés pour vous avec Maëlys et l'EDEC, c'est articulé autour de ces 5 grandes dimensions. D'abord, on a des séquences qui sont actives. C'est un peu moins descendant que ce qu'on peut faire dans un webinaire comme ça. Il y a des exercices, il y a plein de travaux en groupe, etc. Et on suit les grandes étapes de ce qu'on a vu. 1, s'imprégner des enjeux, des acteurs, des règles de la RSE, connaître son terrain de jeu. 2, c'est comment on fait son diagnostic. Là, vous aurez des outils, des exemples, des cas. Revisiter sa stratégie en conséquence, c'est se fixer son cap, et puis ensuite se dire, maintenant on y va, comment on fait? Donc là, nous irons assez loin là-dessus. Les intervenants sont variés, parce que c'est un sujet qui mérite d'avoir des points de vue différents. C'est des gens expérimentés, tous passionnés par le sujet, et totalement complémentaires. Vous avez Hélène Telon, que je vais présenter. C'est une des grandes expertes françaises de l'analyse de cycle de vie, le bilan carbone, etc. Elle a beaucoup de science là-dessus. Elle vous parlera aussi des aspects sociaux, mais sa spécialité est plutôt la partie environnementale. Vous avez François Laurent, qui est quelqu'un qui a été directeur financier dans le groupe Mars, qui est un groupe qui a beaucoup travaillé sur la répartition de la valeur et sur l'environnement. Ils ont développé une approche très pragmatique qui s'appelle l'économie de la mutualité. Et en tant que directeur financier, il sait très bien faire le lien entre tout ce qu'on vient de dire et les vrais chiffres de l'entreprise. Donc là, c'est des clés de réflexion et d'action très, très riches. Sur la partie leadership, on a Dominique Tissier, qui est quelqu'un qui a formé des leaders dans pas mal de grands groupes, qui a une réflexion très profonde, une pratique, et qui en même temps s'est distillé ça avec beaucoup de clarté et de passion, et qui est clair sur le fait que la transformation d'une entreprise pour prendre en compte ces éléments-là, tout ce qu'on vient de se raconter, demande un leadership très solide. Ça, on pourrait travailler avec lui. Et puis Fanny Picard est une spécialiste de la RSE et de la partie mise en œuvre. Elle vous racontera, elle vous guidera, elle travaillera avec vous sur comment on embarque les parties prenantes, les employés, etc. Nous avons des témoignages. L'idée de cette semaine, c'est un travail entre pairs, sans langue de bois. Donc, on se dit les choses et vous aurez des témoignages d'entités de tailles complètement différentes. Ça va de la PME de 50 personnes au grand groupe de plus de 100 000 en passant par l'ETI de quelques milliers. Là, vous aurez des gens qui viendront partager avec vous ce qu'ils ont fait, ce qui a raté et ce qui a réussi, puisque s'il n'y a pas de langue de bois, on doit aussi parler de ses échecs, c'est souvent là où on apprend le plus. On ira voir également, exploration terrain, on ira voir des gens qui font des choses formidables en matière d'innovation sociale et des pionniers RSE et développement durable. Pareil, ils nous raconteront ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont, ce qui n'a pas marché, ce qu'ils ont tiré comme enseignement et les quelques recommandations qu'ils peuvent faire. Et enfin, et ça c'est assez particulier, je pense, c'est de dire, si vous voulez avoir un discours, un projet, un cap qui est vraiment motivant, il faut le tester auprès des plus exigeants, et ça, c'est les étudiants d'aujourd'hui. Eux, ils savent qu'ils vont vivre dans le futur qu'on construit les générations précédentes pendant un paquet de temps. Donc, ils sont très sensibles, sont très vifs,
Et là, l'idée, c'est de se confronter à cette population-là dans une logique constructive. Donc, ils vous feront des retours, ils vous poseront plein de questions, et puis ils bosseront avec vous pour faire un truc vraiment sain, solide, motivé. Voilà, en peu de mots. Je termine sur l'état d'esprit. L'idée de tout ça, c'est d'agir avec lucidité, pragmatisme et courage, qu'il en faut. Pas de langue de bois, on est vraiment dans la coopération et dans l'idée d'entreprendre et d'innover. Je vous ai mis un bateau parce qu'on est dans un monde fluide. Bon, là, c'est un bateau par beau temps. Je pense qu'il y a beaucoup de plaisir aussi dans l'équipe qu'on voit. Et on sera peut-être par gros temps de temps en temps. Mais je pense que c'est important de garder cette notion de plaisir aussi. Garder plaisir à bâtir des choses et à construire un bel avenir. Je vous dis un grand merci pour votre attention. Il est temps d'agir. J'espère que ça vous aura donné envie et quelques clés pour le faire. Et puis, vous avez l'adresse de la personne à qui il faut écrire si vous avez envie soit peut-être de poser d'autres questions ou pour tout renseignement sur l'Acceleration Week. C'est pour ça que vous avez le AW à ce sujet. Merci infiniment, François. Donc, on serait ravis de vous retrouver pour prolonger un peu ces échanges lors de l'Acceleration Week qui a été concocté par l'EDEC sur 5 jours en discontinu en novembre. Je n'ai pas pu prendre toutes vos questions, mais on reviendra vers vous individuellement sur certains points. Très bonne fin de journée à vous et merci encore, François, pour ce webinaire. J'espère que tu as beaucoup utilisé le mot plaisir et j'espère que vous avez pris autant de plaisir et d'intérêt que moi à t'écouter, François. Merci, très bonne fin de journée à tous. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de partager cette passion.